Bienvenue à tous sur La Charnière, l'émission qui vous raconte l'histoire du rugby et son jargon bien à lui. Aujourd'hui, on vous parle de la discipline olympique de l'Ovalie, le rugby à 7. Et pour ça, on est à Auch, dans le Gers, avec notre invité d'honneur, le capitaine de l'équipe de France, le vainqueur des World Series 2024 et le futur, je l'espère, médaillé d'or au JO, monsieur Paulin Riva. Paulin, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci de m'accueillir et de me recevoir. On va passer un bon moment. Bien sûr, la prépa, ça se passe bien? Ça se passe très bien, on a travaillé très dur. On sort de 3 semaines à Cabreton où ça a été intense, on a dû repousser un peu notre plafond de verre, donc c'était top. Alors si vous ne connaissez pas les règles du rugby à 7 et que vous voulez en savoir plus sur l'histoire et les légendes de ce sport, vous êtes au bon endroit. Action! Lié! Jeu! Avant toute chose, faisons un petit point sur le règlement. Pour ceux qui connaissent bien le rugby à 15, vous allez voir que c'est bien différent. Un match de rugby à 7, ça dure 14 minutes. C'est 2 mi-temps de 7 minutes, entrecoupés donc d'une mi-temps de 2 minutes. Et le but, c'est de marquer forcément le plus d'essais, le plus de points que l'adversaire pour pouvoir remporter chaque match. Sauf pour les finales, qui se jouent en 2 fois 10 minutes avec 2 minutes de pause. En cas d'égalité, on part en prolongation de 5 minutes sous forme de but en or. La première équipe qui marque remporte le match. Effectivement, alors le système a changé cette année et pour les prochaines années. World Rugby, pour remettre de l'enjeu pour le tournoi, pour essayer de dynamiser notre sport, il ne peut plus y avoir d'égalité. Donc c'est-à-dire que du moment où il y a égalité, on part sur de l'extra time. On part sur 2 mi-temps où c'est point en or. Donc le premier qui marque a gagné. Ça va impacter un petit peu notre récupération puisqu'on risque de jouer quelques minutes de plus. Mais c'est surtout que ça va énormément puiser dans notre énergie sur le terrain. Et c'est là où il va falloir doubler de notre récupération, bien se concentrer pour vite récupérer puisqu'on va perdre pas mal d'énergie sur ce genre de match pour les prochains matchs. Donc voilà. D'ailleurs, on ne parle pas vraiment en match, mais en tournoi. Car il est très rare que les équipes ne jouent qu'une seule fois par jour. Un tournoi de rugby à 7, donc c'est 12 équipes qui s'affrontent durant 2 à 3 jours de tournoi. Généralement, c'est 3 poules de 4 équipes. Donc on va jouer tous les matchs de poule et puis ensuite on bascule en quart, demi et en finale si on arrive jusqu'au bout. Ce rythme réclame des ressources physiques immenses. Donc chaque seconde de préparation et de récupération sont primordiales. Je vous cache pas qu'il faut être énormément préparé, que ce soit physiquement mais aussi psychologiquement. Effectivement, sur 3 jours, on va jouer 2 matchs par jour, à intervalle à peu près entre 3 et 4 heures entre chaque match. Alors nous, on a des protocoles qui sont très précis, déjà de préparation de match, où c'est très timé, à la minute et à la seconde près, j'ai envie de dire. Les matchs sont très courts, mais extrêmement intenses. Les joueurs doivent couvrir la même surface qu'à 15, mais en étant à 7. Fatalement, il y a plus d'espace, donc plus de courses, plus de dépenses d'énergie, et surtout plus de spectacles. En effet, il y a souvent beaucoup d'essais et très peu de phases statiques. Ici, c'est le paradis des crochets et des cadrages débordements. Mais c'est aussi un festival de raffus et de plaquages appuyés. Forcément, il faut rester très connecté, puisque du moment où on rate un plaquage, on n'a plus que 6 joueurs debout, puisque le plaqueur lui est certainement au sol. Il faut vite pallier à ce déséquilibre, parce que sinon, un garçon qui court on a des joueurs sur le circuit qui courent à entre 36 et 38 km/h, ça va très vite au 100 mètres, donc une fois qu'ils ont percé, ils vont facilement laisser. Le jeu volontairement plus ouvert réclame une grande agilité et une capacité d'élimination exceptionnelle. Après, je pense que ce qui fait la différence un petit peu quand même des très bons joueurs de rugby à 7, c'est le dépassement de soi. Un très bon joueur de rugby à 7, il arrive à quoi qu'il arrive, dans n'importe quel scénario, à se dépasser, à aller justement toucher ce plafond de verre là pour repousser ses propres limites, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Forcément physiques, puisque quand on arrive en extra time où ça pique pour tout le monde et où les séquences peuvent être très longues, c'est le premier qui va craquer physiquement et mentalement qui perdra le match. Au Sevens, ce sont les sprinters qui ont la part belle. Offensivement, il faut être capable de pouvoir traverser tout le terrain dès que l'occasion se présente. Et défensivement, il faut pouvoir rattraper un adversaire qui a franchi le rideau. Dans les deux cas, le rugby à 7 demande une rigueur athlétique irréprochable et laisse très peu le droit à l'erreur défensive. Le rugby à 7, ça va être plutôt un rugby de vitesse, donc d'évitement, donc les plaquages vont être aussi violents mais plus dans la vitesse et sur des plaquages de côté en fait, où on va se retrouver à se faire plaquer à des vitesses des fois à 30 km/h, ce qui à rugby à 15 arrive un peu moins fréquemment quoi. Prenons maintenant le rôle de chaque joueur.
Alors c'est à peu près les mêmes postes que le rugby à 15. Forcément, on est moins nombreux, donc il y a des postes qui ont sauté. On se retrouve avec 3 avants, 2 piliers et un talonneur. Alors ce sont des physiques plutôt athlétiques, hein, des garçons qui font 1m80, entre 1m90 et 2 mètres, qui pèsent à peu près 105, 108 kg. Ensuite, on a un demi-mêlée qui est le numéro 4, un demi d'ouverture qui est le numéro 5, le poste que moi je joue, un numéro 6 qui est le centre et le numéro 7 qui est l'ailier. Voilà le 7 titulaire qui commence le match. Et ensuite, on a 5 remplaçants donc pour pallier toute fatigue ou blessure pendant le match. Côté tableau d'affichage, le comptage de points est le même qu'au rugby à 15. La grosse différence vient des coups de pied. Tous les coups de pied doivent être tapés en drop, oui, même les pénalités et les transformations. Pourquoi tout simplement pour essayer aussi de donner toujours pareil de la vitesse au jeu. Il faut savoir que pour transformer un essai, on a 30 secondes. Du moment où le joueur marque dans l'embut, un chrono se déclenche et on n'a plus que 30 secondes. Donc le temps d'avoir le ballon, moi qui bute un petit peu, c'est vrai qu'il nous reste à peu près une quinzaine de secondes pour vite se placer et pouvoir se concentrer pour taper le drop. Donc c'est un peu la spécificité du rugby à 7. Dans le jeu courant, le jeu au pied est pratiquement inexistant. Contrairement au rugby à 15, qui nécessite une stratégie précise d'occupation du terrain, à 7, la priorité est de garder le ballon. Ce n'est donc pas une règle ici, mais plutôt une tactique logique de conservation de la balle. C'est quand tu as la possession du ballon, tu as forcément un avantage sur l'adversaire, c'est toi qui maîtrise le tempo, le rythme du match. Alors on a beaucoup parlé récemment du jeu de dépossession, donc ce jeu au rugby à 15, ce jeu au pied qui nous permet d'aller jouer dans le camp adverse et d'imposer un énorme rideau défensif puisque eux ils se retrouvent à 15 joueurs sur donc un espace de 70 mètres. Nous c'est vrai que le jeu au pied il va être plus stratégique, c'est-à-dire que si on fait un jeu au pied, on est quasiment sûr d'aller marquer quoi. C'est de récupérer le ballon, ça va être des coups de pied soit des coups de pied rasants qui passent par le sol où on part à la poursuite pour essayer d'aller marquer, soit peut-être des transversales au pied où vraiment l'ailier est démarqué, mais c'est vrai qu'on va pas taper dans ce ballon qui est très cher et très rare pour nous pour aller trouver une touche dans la adverse puisqu'on peut facilement après se faire prendre un essai de 100 mètres. Et ensuite sur les pénalités, effectivement, alors on a le choix soit de poser la pénalité, de choisir une mêlée ou de la jouer à la main ou alors aussi de taper en touche. Là c'est stratégique. Si on sent que l'adversaire a subi une longue séquence défensive de plus de 2 minutes par exemple, c'est vrai que même si pour nous c'est très dur physiquement, on sait qu'en ayant le ballon encore sur quelques possessions, on peut asseoir l'adversaire et essayer d'aller marquer un essai. Autre spécificité, après un essai, c'est l'équipe qui vient de marquer qui tape le renvoi. Et dans ce sport, l'engagement relève une importance capitale. C'est très stratégique. Pourquoi ? Parce que donc il y a 7 joueurs en face. Forcément à 7, c'est compliqué de couvrir toutes les zones du terrain. 70 mètres, c'est relativement large. Sûrement qu'en plus, on est obligé de faire des blocs sauts donc à 2 joueurs. Donc ça veut dire qu'on se retrouve généralement à 4 joueurs, 4-5 joueurs pour couvrir tout le terrain. Et donc le coup d'envoi, c'est très stratégique pour essayer une fois de plus de récupérer le ballon. Donc on essaie de faire des coups d'envoi, de taper sur des zones où forcément ils seront moins denses, il y aura moins de joueurs. Et nous, essayer de mettre le plus grand sauteur, notre meilleur sauteur, pour récupérer le ballon et déjà dans le cas adverse imposer beaucoup de rythme de jeu. Voilà, maintenant vous avez l'essentiel pour avoir l'air d'un connaisseur pendant les JO. Mais restez là, on va continuer d'étoffer un peu votre culture rugby pour épater vos amis. Pour une fois, un sport n'est pas inventé en Angleterre, non. C'est bien en Écosse que le rugby à 7 voit le jour en 1883. Ce sont 2 bouchers qui ont eu l'idée de raccourcir le temps de jeu et le nombre de joueurs pour offrir plus de spectacles. Pour cela, ils organisent un tournoi à Melrose. Tournoi qui existe toujours, plus de 140 ans après. Mais malheureusement, le Sevens va un peu tomber dans l'oubli pendant de longues décennies. Avant de refaire surface en 1973, avec enfin un premier tournoi international. À partir de là, tout s'accélère. En 1976, 2 hommes d'affaires ressuscitent définitivement le rugby à 7 en organisant un tournoi à Hong Kong. Compétition qui deviendra une référence, mais on aura l'occasion d'en reparler. En 1993, c'est au tour de la toute première édition de la Coupe du Monde de voir le jour.
C'est très particulier, d'ailleurs ça a une saveur un peu particulière parce que c'est un tournoi où on casse complètement le système. Moi j'ai pu vivre 2 Coupes du Monde, la première à San Francisco en 2018 et la deuxième à Cape Town en 2022 si je me trompe pas. Là c'est des matchs à élimination directe, c'est-à-dire qu'on rentre, on se qualifie en fonction de nos résultats pendant l'année sur le HSBC 7. On se qualifie soit en 8e, soit en quart de finale et donc on rentre en plusieurs niveaux de la compétition et tous les matchs sont à élimination. C'est l'Angleterre qui est la première nation sacrée, avant de passer le flambeau aux Fidji, puis à la Nouvelle-Zélande, 2 nations qui vont tout rafler. 3 Melrose Cup chacune, et seulement des miettes laissées à la concurrence. C'est vrai que les All Blacks se sont quand même très rapidement appropriés le rugby à 7. Bien évidemment, on ne peut pas oublier les Fidji, qui sont double champions olympiques depuis Rio et Tokyo. En parallèle, une autre compétition tout aussi prestigieuse, voire plus, est instaurée à la toute fin de l'année 1999. Les World Rugby 7 Series. Une formule qui va tout changer. Les World Rugby 7 Series, c'est un peu la Champions League du rugby à 7. Maintenant, ça s'appelle donc le HSBC 7. Avant, c'était le World 7 Series. Auparavant, on a eu plusieurs formats, plusieurs nombres de tournois différents. Principalement, c'était 10 tournois. Là, on est passé sur cette saison à 8 tournois avec un changement quand même hors norme, qui est que les 7 premiers tournois servent à se qualifier pour le 8e tournoi, donc pour les phases finales, pour le grand tournoi final, donc cette année qui était à Madrid et qu'on a eu la chance de remporter. Donc pour pouvoir accéder à Madrid, il fallait être dans les 8 premiers mondiaux sur les 12 équipes qui ont participé au HSBC 7. First up, some freaky gear from a couple of Canadians. I mean, real freaky. Oh, brilliant! Zaruba! Remporter ce championnat international, c'est le rêve de tous sétistes. Si son nom a pu varier au cours de l'histoire, IRB Sevens, World Rugby 7 Series ou aujourd'hui HSBC Sevens, son prestige, lui, n'a jamais perdu de son éclat. Avec à chaque fois 3 matchs de poule, puis les phases finales, le tout étalé sur un week-end, chaque nation récolte alors un nombre de points définis en fonction de son parcours. Tous ces points alimentent un classement général qui serviront de billets d'entrée pour le 8e et dernier tournoi de la saison, une compétition finale rassemblant les 8 premières nations au classement. Le vainqueur repart avec le trophée et le titre de meilleure équipe de la saison. D'ailleurs, à ce petit jeu, les choses ne sont pas bien différentes du 15. C'est toujours la Nouvelle-Zélande qui gagne. Sur 25 éditions des 7 Series, les All Blacks en ont raflé 14. Pour les Français, un choc contre les Kiwis, cette équipe aussi légendaire, est toujours un événement spécial. Non, à chaque fois, c'est envie de les faire tomber, quoi. À chaque fois, on sait qu'ils vont nous proposer un match très serré, très solide, et on sait en fait qu'à chaque fois qu'on va jouer contre eux, il faudra rien laisser de côté, puisqu'ils nous prendront tout. La saison dernière, on a eu beaucoup de mal à les battre, l'année où on finit 4e mondial, où ils avaient fait une saison extraordinaire, ils avaient gagné le circuit mondial. Ils nous avaient stoppé à chaque fois en demi ou en quart de finale, c'était pas facile. Mais cette année, voilà, on a remis les compteurs à 0 et j'ai un match en tête à Perth où on gagne 35 à 12 ou à 7, je sais plus exactement, où là vraiment on avait à cœur de les dominer physiquement et stratégiquement, et c'est ce qui s'était passé. Avec 4 trophées chacun, l'Afrique du Sud et les Fidji sont les 2 autres mastodontes du circuit mondial. Des nations avec l'Ovalie dans le sang, qui ne laissent jamais indifférent, même le capitaine de notre équipe de France. Ce qui m'avait impressionné, c'était de jouer le Fidji, quoi. C'était des gabarits hors normes, physiques hors normes. Et on sentait une intensité sur ces matchs-là, mais décuplée. On avait l'impression de jouer contre une autre catégorie, un peu comme à la boxe. Mais ce n'est pas tout. Chez les filles, on a les Black Ferns, qui sont tout aussi dominantes que les hommes. 7 titres en 11 éditions. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais la discipline concerne surtout les sélections internationales. Le rugby de club est un peu laissé pour compte. La raison vient du fait que la plupart des joueurs sont des 15istes qui font la bascule vers le 7 en fonction des tournois. Il faut attendre 2011 pour voir le Sevens se professionnaliser en France et proposer des contrats fédéraux aux joueurs.
Moi j'ai fait le choix donc en 2017 de couper avec le rugby à 15. J'avais du mal à bien me régaler sur le terrain quoi. Je sortais d'une saison un peu compliquée donc j'ai fait le choix de partir en équipe de France de rugby à 7 où on m'avait quand même appelé. C'est pas moi qui l'ai choisi tout seul. Et donc j'ai signé un contrat fédéral, un contrat avec la fédération pardon. Mon employeur donc c'est la Fédé, c'est plus un club. Alors pour le petit clin d'œil, étant en contrat avec la Fédé, on a le droit de choisir la licence dans le club où on veut. Pour le clin d'œil et pour soutenir mon club de cœur quand même, où j'habite actuellement, voilà, j'ai décidé de prendre ma licence à Auch. Le problème du rugby à 7, ou l'avantage, c'est à vous de juger, c'est que la plupart des joueurs viennent du 15. Très peu sont exclusivement des sétistes, ce qui donne parfois lieu à l'apparition d'immenses stars. On le voit actuellement avec Antoine Dupont qui vient prêter main forte aux Bleus, mais ce n'est pas le premier à avoir basculé. A l'inverse, certains ont commencé à 7, pour ensuite être propulsés sous les projecteurs à 15. La première légende, moi, on n'en parle pas trop parce que c'est vrai que ça a été furtif, mais il y a un joueur qui a éclos au rugby à 7, c'est Lomu, qui arrive donc avec la Nouvelle-Zélande. Début 2001, pour défendre son titre en Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande sort l'artillerie lourde. So'oialo, Muliaina, Valence, mais surtout la méga star Jonah Lomu. Sans surprise, l'autobus roule sur la compétition et ne fait qu'une bouchée des Australiens en finale. Will there be one more flourish? Muliaina sets out for the corner, and there is one. Résultat, 3 essais et la Coupe du Monde dans la poche. La seule de son illustre carrière. Exactement, la seule qu'il a gagnée c'était à 7. Et on sent en fait en Nouvelle-Zélande tous les hauts potentiels jeunes qui ont entre 18 et 22 ans ou 21 ans passent par le rugby à 7. Et notamment le dernier qui est devenu quand même une star mondiale, c'est Caleb Clark. L'ailier néo-zélandais, voilà, moi je l'ai eu joué quand il avait 18 ans avec la Nouvelle-Zélande, quoi. Loaded at the opportune moment. It really was David and Goliath, that last confrontation with little Brendan Williams. But the tireless Sam Dixon. Mickelson does so well to keep that in play. Kaka, this could open up for New Zealand now. Gillies Kaka, the little goose step, running with the ball in one hand. The offload to Adi Savia. Qui accélère et qui va aller marquer cet essai à la course. Il s'est débarrassé du plaquage. Nombreux sont les 15istes à s'être illustrés sur les terrains de rugby à 7. Un passage pas forcément obligé, mais immensément formateur. Moi je pense que plus on fait sur le terrain, et meilleur on est. Et il se trouve qu'en rugby à 15, et notamment quand on joue derrière, il peut se passer 5 à 6 phases de jeu sans avoir réellement été acteur principal sur le terrain, c'est-à-dire sans forcément toucher le ballon, sans forcément plaquer. Et le rugby à 7 ne permet pas ça. Quand on est sur un terrain de rugby à 7, on est forcément acteur, on se retrouve forcément au centre du jeu et forcément on s'améliore, on apprend à lire les situations, on apprend à jouer des duels, on apprend à plaquer. Et je pense que c'est ce qui nous permet d'être meilleur de jour en jour. On peut citer Cheslin Colby, pour qui ça a été une libération. À l'étroit dans le rugby traditionnel, le petit guépard bascule et fait le bonheur des blitzbox. Cheslin Colby, c'est un joueur extraordinaire. Alors nous, sétistes, on adore le regarder rugby à 15 parce qu'il amène beaucoup de fraîcheur, il amène un petit peu notre style de jeu dans le rugby à 15. Et ça, on adore. Moi, en tout cas, c'est un joueur que j'aurais pas aimé jouer contre lui parce que ça aurait été très compliqué de défendre contre lui. Mais non, c'est un joueur qu'on respecte énormément, qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup amené, je pense, quand même à l'Afrique du Sud, notamment sur la période des Jeux Olympiques. Joueur de classe mondiale, qui a su aussi amener le Stade Toulousain vers un titre. Entre 2012 et 2016, il se forge une solide réputation et termine en apothéose avec une 3e place au JO de Rio, avant de poursuivre vers le destin qu'on lui connaît, du côté de Toulouse et des Springboks. Nombreuses sont les légendes de ce sport, et beaucoup se sont fait un nom à 15. Mais certaines se sont illustrées presque exclusivement à 7, et méritent un peu de lumière. On peut citer notamment Humphrey Kayange, la légende du Kenya, meilleure équipe africaine, après l'Afrique du Sud évidemment. On a aussi Jerry Tuwai, élu meilleur joueur de la décennie 2010 et détenteur de tous les trophées et distinctions possibles. Depuis plus de 10 ans, il participe à l'incroyable rayonnement des Fidji. On peut également citer Perry Baker, le serial marqueur américain, élu meilleur joueur de l'année 2 fois consécutivement. Côté néo-zélandais, on retrouve des gros noms à l'appel, DJ Forbes, Tim Mickelson et bien d'autres. Un peu de français aussi,
Moi, quand je suis arrivé en équipe de France, le premier nom qui m'avait marqué, c'était Virimi Vakatawa. C'était un grand exemple pour nous, joueurs français, parce que c'était le premier quand même à vraiment mettre en place cette bascule entre le rugby à 7 et carrément l'équipe de France à 15. On savait que quand il était sur le terrain, il pouvait se passer mille trucs. On salue Terry Borawa ou encore Thierry Janzek, dont on reparlera. On ne peut évidemment pas oublier le grand Waisele Serevi, légende vivante des Fidji, immense joueur à 15 et parmi les meilleurs de l'histoire à 7. Toute sa carrière, il l'a partagée entre les deux disciplines. Mais c'est bien aux Sevens qu'il se bâtit un solide palmarès. 2 titres mondiaux en 99 et 2005 et 5 fois vainqueur du mythique tournoi de Hong Kong en étant élu 3 fois meilleur joueur de la compétition. Un record. Moi j'ai adoré regarder Serevi, le Fidjien, qui avait des crochets hors normes, une vitesse monstrueuse. Après, quand moi j'étais en début de carrière à 7 notamment, j'ai un joueur quand même qui m'a marqué et dont je me suis inspiré pas mal. J'adorais son caractère, j'adorais son style de jeu, c'était Tom Mitchell, un Anglais, qui jouait 4-5, capitaine aussi de l'équipe d'Angleterre. Et vraiment qui était très altruiste, qui avait une résilience folle et une technique, il était à l'aise dans tout ce qu'il faisait, quoi. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais ce tournoi de Hong Kong jouit d'un statut spécial sur le circuit. Étape incontournable des World Series, c'est LE rendez-vous à ne pas manquer. Créé en 1976, les organisateurs ont toujours voulu valoriser cette compétition. À l'époque, on pouvait y gagner un prize money très juteux. Et ce qui est sûr, c'est que c'est surtout parce que c'est le plus ancien. Donc c'est un peu le tournoi que les gens attendent. C'est le tournoi mythique du circuit international. Et effectivement, il est dans un lieu, un stade qui est extraordinaire. On a l'impression d'être en plein milieu de la nature. En 2024, c'est plus de 120 000 spectateurs sur le week-end qui sont venus remplir le Hong Kong Stadium. Un contraste saisissant quand on compare avec certaines tribunes clairsemées des autres tournois de la saison. Mais attention, si en Europe le Sevens est un peu boudé, à l'étranger, le public répond généralement présent. Oui, après il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a moins d'engouement pour le rugby à 7 au niveau européen, mais c'est vrai que dans l'hémisphère sud et en Amérique aussi, ça se développe énormément et on remplit, notamment je pense à Cape Town, où on remplit le stade qui a été construit pour la Coupe du Monde de foot. On le remplit à 60 000 places. On sent que le rugby à 7 prend sa place tranquillement et on sent que les gens sont demandeurs de ce spectacle-là. Voilà, parce que quand on vient voir du rugby à 7, on vient voir des essais, on veut voir des jolis systèmes de jeu, on veut voir des espaces, des prises d'intervalle. Il y a tout ça qui est un peu mélangé, tout en passant un bon moment tout un week-end. Mais bien évidemment, ça fait toujours plaisir de sentir notre communauté française derrière nous, même à 1000 lieues de chez nous. Ça fait chaud au cœur et ça nous motive. C'est donc tout un folklore qui accompagne ce week-end hongkongais. La tribune sud, par exemple, n'est remplie que de supporters déguisés qui chantent en chœur et s'enfilent des litres de bière. Bref, le spectacle est dans les gradins autant que sur le terrain. Car oui, c'est aussi l'occasion pour les stars quinzistes de venir y mettre le feu. Récemment, c'est Michael Hooper, légende des Wallabies, qui est venu prêter main forte à ses copains du Sevens pour aller décrocher une jolie 4e place, juste derrière l'Irlande et nos Français qui ont fini second. Les Bleus, parlons-en. En ce moment, le 7 de France traverse la période la plus faste de son histoire. Avant la saison 2023-2024, il n'avait remporté qu'un seul tournoi des World Series. C'était à Paris, en 2005, avec des Vincent Clerc, Renaud Dulin ou Julien Malzieu. Mais à l'époque, cet exploit est à attribuer à Thierry Janzek, la grande figure du Sevens en France. Pour le rassurer à Thierry, c'est toujours un monument. C'est la personne référente du rugby. Quand on parle de rugby à 7, on parle de Thierry Janzek. Forcément, c'est le premier à avoir gagné une étape donc sur le circuit à Paris en 2005. C'est d'abord un joueur de rugby à 7 qui a connu les premières équipes de France de rugby à 7. Ça a été un sacré entraîneur qui a fait éclore un nombre incalculable de joueurs. Je pense que tous les joueurs, tous les trois quarts et tous les troisième lignes qui jouent en top 14 sont passés à un moment donné de leur carrière avec l'équipe de France développement, avec Thierry Janzek. Ça c'est vraiment impressionnant. C'est
C'est une référence, c'est un homme qui est toujours grand sourire, à mettre des pièces, c'est le père à tous, quoi. Sélectionneur de 1996 à 2010, il a suivi toute l'évolution de ce sport et reste la référence dans le milieu. Il a d'ailleurs dû souffler un grand ouf de soulagement quand les Bleus ont mis fin à 19 ans de disette en remportant le tournoi de Los Angeles. Oui, je pense à l'ancienne génération, avant que moi j'arrive, ils avaient envie de gagner, mais je pense que c'était un objectif qui était un peu élevé. Et là, en fait, quand on gagnait, on s'est rendu compte, ils nous ont regardé avec des étoiles dans les yeux, disant putain, ce que vous avez fait, c'est énorme. Et pour nous, c'est vrai que c'était un petit peu juste la récompense de notre travail, mais c'est vrai pour cette génération qu'il y a eu entre l'équipe de France qui avait gagné et nous là, voilà, ils nous ont vraiment une grosse marque de respect et ils savaient c'était vraiment un résultat impressionnant, quoi. Mais ce n'est pas tout. Qualifiés pour le tournoi de Madrid, les Bleus ne sont pas venus pour faire de la figuration. Jérôme Daré, le nouvel homme fort à la tête de la sélection, a bâti un groupe soudé et ultra compétitif. Ouais, un entraîneur extraordinaire, moi je trouve, en tout cas, qui a vraiment construit des bases solides. Projet de l'équipe de France A7. Il a mis en place avec Christophe Reit, le manager, cette collaboration avec les clubs de Top 14 et de Pro D2. Et c'est ce qui a vraiment, voilà, c'est ce qui a fait décoller cette équipe de France. Et c'est un entraîneur qui a un esprit très ouvert, qui va chercher des compétences ailleurs, qui se fait même coacher. Non, c'est un entraîneur que je respecte beaucoup et qui a su amener beaucoup de rigueur et des bases solides à notre discipline. Entre les cadres comme Paulin Riva, Stéphane Parez, Jordan Zeffo et le contingent quinziste, ce 7 de France est devenu une équipe de premier ordre. D'ailleurs, il est curieux de constater à quel point certains joueurs en difficulté dans le rugby traditionnel brillent lorsque l'effectif se réduit. C'est ça aussi le rugby à 7. Laisser une chance à des joueurs qui ne l'auront peut-être jamais à 15. C'est même, j'ai envie de dire que c'est extraordinaire. Non, mais c'est super. Depuis que le staff, Jérôme Daré et Christophe Reit, ont réussi à créer une vraie collaboration entre les clubs de Top 14 et de Pro D2 et la fédération, on voit que l'équipe de France, elle a jamais été aussi forte qu'actuellement. Donc c'est top. On a des joueurs qui, à haut potentiel, on peut en citer plein. Nelson Epé, Ryan Rebadge, Aaron Grandidier, Jefferson Joseph. Voilà, tous ces jeunes potentiels qui alimente l'équipe de France, parce qu'il faut savoir aussi qu'on reste une sélection. Bouché au Stade Toulousain, l'ailier de 23 ans a trouvé la lumière sous les ordres de Jérôme Daré. Tranchant sur chacune de ses courses, Nelson a porté plus d'une estocade décisive pendant la saison. Mais au-delà des jeux de mots douteux, cela montre que pour beaucoup de quinzistes, le Seven, c'est une option crédible pour s'épanouir. C'est vrai que Nelson Epé, quand même, il a un gabarit un peu atypique, où il fait, je sais pas ses mensurations, mais un gabarit plutôt petit. On le compare à Chessin Colby. Voilà, même beaucoup moins costaud que Chessin Colby, mais par contre, voilà, c'est un garçon qui court à 38 km/h. Je sais pas si on se rend compte, mais 38 km/h, c'est un peu plus rapide que Kylian Mbappé, quoi. Epé n'est évidemment pas le premier à être dans ce cas, et loin d'être le dernier. Il arrive aussi que certains garçons connaissent le parcours inverse, c'est-à-dire commencer à 7 avant d'aller passer un cap à 15. En France, on a l'exemple de Virimi Vakatawa et Gabin Villiers, mais on peut également citer Cheslin Colby à l'international. On vous l'a dit, la saison 2024 du 7 de France est exceptionnelle, et elle mérite évidemment une vidéo dédiée, qui arrivera prochainement. Donc abonnez-vous pour ne surtout pas louper cette pépite. Sans rentrer dans les détails, les Bleus arrivent au tournoi de Madrid avec un nouveau statut, celui de prétendant plus que crédible. Le groupe est arrivé à maturité et peut compter sur l'apport du meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. On ne savait pas de quoi il était capable déjà, rugby à 7. Il n'en avait jamais fait à haut niveau, mais on savait que forcément c'était une corde de plus à son arc. Et comme je dis, parce qu'on parle beaucoup d'Antoine, mais il y a d'autres joueurs qui amènent aussi énormément de compétences sur le terrain. Je pense, on n'en parle pas beaucoup, mais Antoine Zegdar, qui arrive de Castres, qui est aussi alors il joue pilier, mais c'est un vrai pilier de l'équipe de France. On se repose énormément sur lui, sur ses capacités physiques à dominer les duels, ses capacités aériennes à récupérer des ballons. Donc voilà, chacun amène son petit grain de sel à cette équipe. Et ce qui fait que voilà, à Los Angeles, on va gagner ce tournoi à 13 ans et c'était que du positif. La superstar s'est parfaitement intégrée au collectif sétiste au cours de la saison. Sa vision de jeu, ses capacités athlétiques et sa faculté à jouer pour les autres sont un énorme atout pour les Bleus. Avec son ministre de l'Intérieur et des garçons qui se dépassent comme Jefferson Lee Joseph ou même le capitaine Riva, les Bleus atteignent la finale du tournoi. En face, c'est l'Argentine, première du classement général
et nation la plus en vue cette année. Pour ne rien arranger, les Pumas ont déjà mangé les coqs en phase de poule. Mais cette fois c'est une finale, et tout est différent. Le plus loin possible pour éviter le retour des... Allez là-bas au large, oui, il y a le surnombre. Le voilà, l'essai de Joseph, de Jefferson Lee Joseph. Oh, le passe est bas, magnifique comment jouer. Et l'essai signé Paulin Riva, le capitaine de Gersois. Les tricolores livrent une copie plus qu'aboutie, avec un point d'orgue, l'essai de la gagne inscrit par Paulin Riva sur une passe d'Antoine Dupont. La France remporte les World Series et s'invite à la table des très grands. Ce groupe soudé et talentueux est promis un très grand avenir. Espérons que ce titre soit le premier d'une très longue liste. Franchement, on n'en croyait pas nos yeux, quoi. Ça ne rendait pas compte et j'ai même du mal encore à m'en rendre compte parce que tu as l'impression que c'est le fruit d'un travail long et âpre. Donc je pense qu'on s'en rend compte dans quelques années quand peut-être on n'arrivera pas à le refaire. le plus beau plaquage, la meilleure chose. Et là, on est pour la catégorie la personne que l'on pense plus. Si les hommes monopolisent l'attention grâce à ses stars et ses succès, il ne faut pas oublier les filles. Non mais les filles, on les regarde énormément et de toute façon on vit les tournois en même temps qu'elles. Déjà on est très fiers de leur parcours. Pas déçus mais on a envie qu'elles franchissent cette étape qu'on a réussi à franchir, c'est-à-dire gagner un tournoi. Elles n'ont pas réussi encore à le faire, même si elles finissent je crois seconde mondiale. On est fiers de nos Françaises. On a des filles comme Stéphanie Okemba qui sont vraiment extraordinaires et qui sont physiquement au-dessus de la norme. Elles comptent aussi parmi les patronnes du circuit. Au tournoi de Madrid, les coéquipières de Serafino Kemba n'ont pas démérité. Toujours placées, mais jamais championnes, les filles se sont inclinées contre les Australiennes en grande finale. Une fâcheuse habitude, puisque les Bleus s'étaient déjà inclinés en finale des derniers Jeux Olympiques. Justement les Jeux, on y vient enfin. En 2016, à Rio, le rugby à 7 est ajouté au menu. Ce n'est pas la première fois que l'Ovalie est invitée, puisqu'en 1924, à Paris, on retrouvait déjà du rugby à 15. Mais bon, après 92 ans d'absence, on peut se réjouir du retour du rugby dans sa variante à 7. Pour n'importe quel sportif, les JO représentent le Graal ultime. Son prestige dépasse tout le reste. Et ça devient l'objectif ultime, c'est tous les 4 ans. Des Olympiens, déjà être Olympien, c'est une belle épreuve. Et remporter une médaille pour son pays, permettre à son pays d'être l'une des meilleures nations au monde dans le domaine du sport, c'est une fierté, un honneur immense. Dans un groupe de la mort avec l'Australie et l'Afrique du Sud, la bande de Terry Bourawa parvient héroïquement à se placer second. Mais dès l'écart, le chemin s'arrête, barré par les Japonais. La belle histoire s'écrit du côté des Fidji. Tombeurs de l'ogre néo-zélandais en quart, ils poursuivent en éliminant le Japon, puis en donnant une leçon à la Grande-Bretagne en finale. Les Flying Fijians marquent l'histoire en devenant les premiers champions olympiques du rugby à 7. À jamais les premiers, cette phrase n'a jamais sonné aussi vraie, puisque cette médaille d'or est également la toute première de ce petit pays, tous sports confondus. Ça m'avait impressionné, effectivement, et ce qui m'avait impressionné, c'est qu'on a senti vraiment un pays, mais derrière, pas derrière ces sportifs, c'est derrière les rugbyman du rugby à 7. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que quand ils sont rentrés dans leur pays, voilà, l'État avait fait imprimer un billet de $7 fidjiens avec la photo de chaque joueur. 4 ans plus tard, les Fidjiens ajoutent un nouveau chapitre à leur formidable épopée. En finale, les tenants du titre renversent les terribles All Blacks. En mission, les Flying Fijians avaient trop à cœur de rappeler qu'ils sont les rois de ce jeu. De leur côté, les Bleus n'ont même pas eu l'occasion d'y croire, puisqu'ils n'avaient même pas réussi à se qualifier. Mais cette année, les JO de Paris sont une formidable occasion de mettre la lumière sur ce sport qui gagne en popularité. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les projets sont cohérents, les talents sont nombreux et l'avenir est radieux. À eux de continuer à marquer de leur empreinte cette discipline tellement spectaculaire, de poursuivre les légendes, surpasser les champions et mettre un gros raffut à tout le reste. Moi je vais te dire le discours que j'ai avec les joueurs, c'est monter en puissance. Le principal c'est pas de démarrer à fond et puis après de voir ce qui se passe. C'est de construire nos matchs, construire notre tournoi pour arriver. Ce qui est important c'est d'arriver à 13 sur les phases finales, de pas avoir de blessés, de faire des matchs solides, de respecter nos principes tout simplement. Après voilà, si l'adversaire est meilleur que nous, il sera meilleur que nous, mais bon, on l'a montré cette année, on peut renverser tout le monde. Donc
bien construire notre tournoi, monter en puissance et être malin, plus malin que l'adversaire.